Et puis, c'est accepter aussi qu'on peut ne pas pouvoir être témoin de tout le travail, de tout ce qu'on est en train de semer. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast préféré, Talk Active. Suivez-nous aujourd'hui parce que c'est le fun. Alors aujourd'hui, je suis avec une invitée exceptionnelle. Toutes mes invités sont exceptionnelles, mais soit dit, on a tellement fight pour se retrouver que pour elle est plus exceptionnelle. J'ai honte. Alors, tu veux te présenter? Bien sûr. Bonjour tout le monde, je m'appelle Swadi, j'ai 20 ans, je suis étudiante et on a convenu que j'étais créatrice de contenu à temps partiel. À temps partiel. À temps partiel. Voilà. Tu peux faire ce petit chill même si tu as l'eau. Un chill halal. Un chill halal. Haram et puis halal. Santé! Donc, créatrice de contenu à temps partiel. À temps partiel, c'est ça. Alors, je pense qu'en fait, j'ai commencé les réseaux, j'avais à peu près 16 ans. Donc ça fait quoi? Ça fait quand même, ça fait 4 ans, 5 ans. Ouais. Et en fait, quand j'ai commencé ça, c'était vraiment pour rigoler, en fait. Je pense que j'ai toujours eu une personnalité très expansive, j'ai toujours été très extravertie. Et mes sœurs et moi, en fait, on était tout le temps en train de faire des choses drôles, tout le temps en train d'avoir des conversations. On a grandi dans un milieu où on était très créatifs. Donc alors Iman et moi, on est les enfants d'un frère et d'une sœur. Et en fait, nos parents ont toujours fait tout ce qui est événements. Moi, un esprit très créatif. Son papa aussi, c'est quelqu'un qui a un esprit très artistique. Donc, on a été élevés par des gens qui nous ont fait comprendre que le ciel était la limite, quoi. Donc ça faisait que moi vraiment j'avais pas honte du tout de me mettre sur les réseaux sociaux, de discuter, alors qu'avant quand même je trouve que les réseaux sociaux c'était vraiment genre juste mettre des photos, faire des petits tweets, des choses comme ça, et puis moi it was quiet, like très silencieux. Et je me suis dit non, j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble, et donc c'est comme ça que j'ai décidé que en fait j'allais prendre mon téléphone, je crois que j'ai fait une vidéo où je disais quelque chose de drôle et tout, les gens ont accroché, et puis j'ai commencé à faire des photos, j'ai commencé à faire des lives, j'interagissais avec les gens. J'aime beaucoup avoir des conversations, l'interaction. Je pense que ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et puis voilà, je suis quelqu'un aussi qui aime tout ce qui est altruisme, qui est très altruiste et qui aime vraiment pouvoir être là pour les gens de la meilleure façon que je peux. Je veux vraiment être un acteur important dans ma société. Et donc c'est là que j'ai commencé à vraiment interagir avec tout ce qui est ONG, non-profit, tout ce qui est social en fait. Et ça a beaucoup touché les gens. J'ai vu qu'en fait il y a plein de personnes qui avaient envie de faire des choses qui touchaient au social mais qui ne savaient pas forcément comment approcher ce secteur-là. Donc j'ai commencé à faire des dons et je pense que j'ai remarqué quand même qu'après que j'ai commencé à faire énormément de dons, que je fasse un certain nombre d'actions, que j'appelle même à faire des dons sur les réseaux sociaux, il y a plein de mes amis qui ont commencé à faire des petits projets d'ONG, des petits projets de dons et tout ça, et ça m'a fait vraiment plaisir. Oui, je suis d'accord, c'est trop bien. L'histoire, c'est trop bien. Mais en fait, je veux aborder un point à ce sujet parce que là, il y a beaucoup de gens maintenant qui font des dons, ce qui est bien. On est content pour les gens qui ont pu être supportés par ces dons-là. Mais après, je pense que ça devient un peu dans une histoire de m'as-tu vu, kind of. Parce que maintenant, tout le monde filme chaque samedi, on fait des dons, on a les photos des enfants un peu partout. Donc, genre, qu'est-ce que tu penses de ça, en fait? Parce qu'en fait, moi-même, je suis dans la création d'une ONG, mais en mode, parfois tu te dis, ok, je fais le compte, je ne fais pas, j'en parle pour que les gens viennent aider, j'en parle pas, parce que ça peut être vite tourné en, m'as-tu vu, qu'est-ce qu'elle veut prouver, ou ce gars-là, il filme parce que il veut qu'on sache peut-être qu'il a de l'argent à donner, whatever, genre. Tu sais, hein. Donc, en vrai, quelle est ton opinion à ce sujet-là? Je pense qu'en fait, c'est mon opinion à grandi sur ces choses-là, tu vois. Je pense que l'être humain grandit, et ça c'est l'une des beautés par exemple de la vie en général. Quand j'ai commencé à faire des actions sociales, je me rends compte maintenant de la façon dont je pouvais être insensible par moment en fait, en voulant faire une bonne action. C'est-à-dire moi je me dis par exemple je voulais payer des dialyses pour des enfants qui avaient l'insuffisance rénale parce que mon grand-père est décédé de l'insuffisance rénale. Et donc moi je voulais voir ces enfants-là
prier avec eux, faire toutes ces choses-là. Dans la tête d'une jeune fille de 16 ans, tu fais ça, tu veux encourager tes amis à faire la même chose. Donc tu te dis, je filme pour montrer, regardez, au lieu de passer nos samedis peut-être à aller manger au restaurant ou quelque chose comme ça, allons faire des dons, il y a des gens qui ont besoin de nous. Et en plus, qui n'ont pas forcément besoin de nous, parce que ça c'est un peu savior. Genre, il y a un savior. Mais c'est pas qu'ils ont besoin de nous, mais on peut apporter notre aide et on peut contribuer à notre société d'une façon bénéfique. Ouais. Et donc moi je me disais, bon, je filme, je vais, en plus les enfants ils sont trop cool, on priait ensemble, on riait ensemble, et je me souviens très bien d'une interaction avec un médecin qui m'a dit, les enfants ne sont pas des bêtes de foire. Vous ne devez pas filmer les enfants parce que ce sont des enfants qui vont grandir. Et bien sûr, pas avoir c'est même pas joli d'avoir ta photo sur internet et puis c'est comme si genre c'est toi qu'on a aidé, ou bien tu es l'enfant des dons, tu es l'enfant de la charité, tu vois. Et moi je comprenais pas, je me disais mais le médecin en fait il veut un peu nous bloquer dans notre élan, alors que nous tout ce qu'on veut faire en fait c'est vraiment pouvoir encourager les gens à faire de même, tu vois. Et après quand tu réfléchis vraiment, tu te rends compte effectivement et tu comprends, c'est pour ça que je parle de la beauté de grandir, de se développer, tu comprends, tu te dis, en fait, toi, tu fais ça avec une intention qui est pure. Moi, par exemple, quand je faisais des appels à dons, le fait que je montre ce qui se passe amenait les gens à donner plus d'argent parce qu'ils voient ce qui est en train de se passer. Vrai. Mais en même temps, il y a le revers de la médaille qui est que tu exposes les gens, tu exposes leur vie, tu exposes leurs combats, tu exposes leurs difficultés. Et c'est vrai que dans la douleur, l'être humain est un peu plus vulnérable, mais c'est pas bien de toujours exposer la vulnérabilité des gens. Donc, je te rejoins parfaitement sur le fait que il faut savoir filmer, encadrer les choses. Il faut avoir le consentement des personnes qui sont sur place, et même avec leur consentement, il faut pas montrer les visages, par exemple. Ou bien, moi, par exemple, je pense à quand je fais maintenant des projets où déjà je filme plus. Mais si, par exemple, je veux faire quelque chose qui va être informatif et que je vais filmer, je vais me concentrer plus sur les chiffres. Par exemple, il y a tel nombre d'enfants qui vivent ça en ce moment, on a allé voir. Je vais filmer la personne avec qui on a discuté, tu vois. Je vais filmer le médecin qui va nous expliquer on a tel nombre d'enfants, voilà comment ça se passe. En général, tu vas voir dans les documentaires, on va filmer les bras de l'enfant quand on est en train de voir la personne. Mais vraiment flouter le visage. Voilà. Et je pense effectivement que malheureusement, il y a un phénomène un peu de m'as-tu vu, genre voilà, regarde, je suis en train de faire des dons, je suis en train de faire du bien autour de moi. Ce que je trouve qui est plus sain que d'aller faire le m'as-tu vu en boîte de nuit, par exemple. Moi, je trouve que sincèrement, je préfère qu'on fasse payer de dons que payer des boîtes de nuit. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord, c'est vrai. Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, c'est malheureux que les gens aient besoin de se montrer, mais je trouve que c'est bien que les gens quand même aient ça dans la tête, tu vois. Je connais des personnes, par exemple, qui n'ont même pas dans la tête le fait de vouloir faire des dons, tout ce qu'ils pensent, c'est claquer, par exemple, des sommes, par exemple. Donc, je trouve quand même que, même dans la compétition malsaine qu'il peut y avoir dans la jeunesse en Côte d'Ivoire, il y a quand même cette compétition-là qui se trouve au niveau de causes qui sont un peu importantes. Après, j'espère que les gens vont comprendre aussi que faire des dons, c'est pas assez. Moi, par exemple, j'aimais beaucoup faire des arbres de Noël pour les enfants, ou aller leur donner des cadeaux à Noël. C'est quelque chose qui est merveilleux. Mais après, pendant tous les 12 mois, qu'est-ce que tu fais pour ces enfants-là? Comment est-ce que tu sais comment ces enfants-là vivent? Est-ce que c'est pas mieux, par exemple, d'essayer d'aller construire des bibliothèques pour des enfants? Est-ce que c'est pas mieux d'essayer d'aller avec des sacs de riz qui vont durer, par exemple, pendant très longtemps? Est-ce que c'est pas mieux de trouver des moyens de revenus pour les mettre à l'école, pour qu'ils puissent commencer l'école, mettre à disposition des ressources qui vont leur permettre de se développer et pour ne pas créer cette dépendance? Parce que quand on va faire des dons, on crée une dépendance entre les gens. Faut qu'ils puissent être indépendants. Il faut qu'ils puissent être indépendants. Et je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur la façon dont je voulais approcher toutes les causes sociales ou tout l'engagement social que je veux, dans lequel je veux m'investir. Et c'est pour ça que je pense que je me suis beaucoup calmée pour pouvoir bien réfléchir. Et quand je fais quelque chose, je sais que vraiment j'ai aidé quelqu'un pendant au moins une année ou même pendant plus longtemps, tu vois. Donc c'est un peu ça. C'est vrai, c'est très beau ce que tu dis, c'est plus approfondi, c'est plus réfléchi. Même moi, j'étais au Maroc lorsqu'il y a eu le earthquake, le tremblement de terre, c'est ça. Et en fait, j'étais alhamdoulilah dans une ville où genre on n'a rien ressenti, mais en fait, le fait de se dire que OK, si ce week-end j'étais à Marrakech, j'étais peut-être morte, quoi. Genre, vraiment, ce fait de se dire ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, genre, j'ai une remise en question, pas possible. Et j'ai décidé de m'allier avec une ONG. On est parti à Marrakech. On a pu voir les décombres, on a pu voir les gens et tout. Mais ça m'a tellement touchée. Déjà, le fait de savoir qu'on était avec des enfants et ils avaient les mêmes jeux que nous, mais en arabe. Tu vois les petits jeux que tu fais où on s'assoit, on a une ronde et on s'assoit. Je dis, mais c'est la même chose, désolé, c'est le même monde, c'est tout ça et tout. Et j'ai été vraiment touchée par tout ça et je me suis dit, moi, je veux faire un truc, si je pourrais faire, parce que j'ai encore un bout de temps là-bas, si je peux faire un truc là-bas, parce que là-bas, il y a plein de sujets, il y a l'immigration, il y a les femmes battues, tout ça. OK, je me dis que faut commencer quelque chose chez soi-même, mais moi, j'ai déjà fait quelque chose chez moi avec ma maman pendant la Noël, mais
pour moi, aider les gens, même si c'est pas de chez toi, c'est quand même bien, tu vois. Donc, je me suis dit, si je peux créer une ONG là-bas, donc j'ai commencé des trucs pour You Matter, genre tu comptes et tout. Donc j'ai commencé j'ai fait des procédures et tout, je suis encore dessus. Mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a touchée de partir voir. Et en fait, le fait de se dire, ok, genre, si, parce qu'on était même à un week-end d'anniversaire et on savait pas où voyager. Donc, et vous avez pensé, en fait. Si on avait juste dit Marrakech, parce qu'en fait, Marrakech, quand tu veux t'amuser au Maroc, c'est là. Si on avait dit Marrakech ce week-end-là, en fait, c'était, tu vois, c'est cette remise en question, ouais, qui te fait, genre, tu te dis, bah, la vie, c'est rien. Et vraiment, quand tu peux donner, juste donne, tu vois, et genre, c'est juste ça. Donc, ça m'a fait faire une remise en question et j'ai dit, bah, faut que je puisse être actionnaire quelque part dans ce que je fais, tu vois. Que ma vie soit worthy, sinon je suis juste là et puis, rien d'autre, tu vois. Voilà, donc ça, c'était un peu la petite parenthèse. Faut que tu nous fasses un update. Puisque t'étais l'ancienne influenceuse qui a disparu, on sait plus trop où tu es, dans quelle ville tu es. Tu nous fais une petite photo sur le... Tu nous fais une petite photo sur le côté, on sait pas la localisation. Et puis tu disparais. Nous, on te suit dehors, on n'est pas content. C'est pas comme ça on fait. Vous avez raison. On veut des comptes. Je suis désolée. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Peut-être tu es mariée quelque part là-bas. Oh mon Dieu, non, si je me marie quand même, bien vous avez ça, ouais, je peux faire. Tu vois, on sait jamais avec toi. On sait jamais. Donc, faut que tu nous updates. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? D'accord. Alors, en fait, je pense très sincèrement que moi, je pense que c'est en prenant du recul que je me suis rendu compte peut-être de l'impact que ma présence sur les réseaux sociaux pouvait avoir. Parce que moi, quand je le faisais, vraiment, moi, je me réveille le matin, ce que j'ai dans la tête, c'est ce que je dis, ce que je pense, ce qui m'arrive, c'est ce que j'explique. Vraiment, c'était moi qui j'avais l'impression de parler à des amis, quoi. Ouais. Et en fait, avec du recul, je me rends compte que on m'avait invité à la RTI, à la télé nationale. Oui, l'émission n'est pas passée. Parce que il y avait eu des petits couacs, je trouvais que j'étais pas assez éloquente, j'avais des petites insécurités que j'avais qui ont fait, mais on m'a quand même invitée à la télé nationale, j'ai rencontré plein de personnes, ça m'a permis de rentrer dans l'une des meilleures universités du monde. Ça jouait. Bien sûr, le fait d'être présente déjà sur les réseaux sociaux, le fait de pouvoir bâtir une communauté, le fait de pouvoir être là pour ta communauté aussi de façon sociale, donc des actions sociales, etc., etc. Bon, j'avais de très bonnes notes également, mais toutes ces choses-là ont permis de montrer à mon université que j'avais un profil de leader, par exemple. C'est vrai, ça joue. Hein. Donc c'est quelque chose qui a eu un impact énorme dans ma vie, mais moi je m'en rendais pas du tout compte. Moi je faisais vraiment ce que je faisais parce que ça me plaisait. Je pense que c'est l'une des beautés de ces choses-là parce que ça te monte pas forcément à la tête. Ouais. Et c'est pour ça que quand en fait j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Mon objectif à moi c'était je crée un tremplin à travers les réseaux sociaux et je montre aux gens qu'il y a la possibilité en fait de prendre des risques et puis d'y arriver, tu vois. Je voulais vraiment encourager d'autres personnes à pouvoir se lancer dans la création de contenu. Il y a plein de filles aujourd'hui qui créaient pas du tout du contenu avant que je vois, qui sont devenues de super influenceuses, qui m'envoyaient des messages quand moi je faisais encore la création. Ils me disaient, moi j'ai envie de commencer, mais j'ai un peu honte. J'ai dit non, il faut que tu commences en fait. Et je sais pas si je peux dire le nom. Bien sûr. Et j'espère que ça va pas la déranger, mais qui fait aujourd'hui, qui est sur TikTok et tout. Jessica, c'est un peu ma grande sœur, tu vois. Et quand je faisais, elle m'encourageait, elle me disait non, mais ce que tu fais, c'est bien et tout. Même moi, j'ai envie de faire ma chaîne YouTube. Je lui disais, je trouve que tu as une super personnalité. Il faut que tu fasses, en fait. Et donc, en fait, moi, vraiment, je pense que mon objectif, c'était de montrer aux gens, en fait, que on a la possibilité de commencer, on a la possibilité de le faire. Je vous encourage, je vous pousse et tout. Et en fait, après ça, mon objectif, c'était de pouvoir rentrer dans une institution qui allait me permettre d'accomplir tout ce que je voulais accomplir, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais dans la réalité, tu vois. C'est-à-dire, le social, par exemple, que je faisais sur les réseaux sociaux. Je veux pouvoir avoir mon ONG, tu vois. Et l'institution dans laquelle je me trouve peut me donner les opportunités, les ressources financières et même les ressources en termes de networking et tout ça, pour pouvoir m'accomplir. Je veux pouvoir faire quelque chose qui sera en rapport avec l'audiovisuel. Avoir mon TV show et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à l'école pour ça. Tu me fais rêver, là. Il faut aller à l'école pour toutes ces choses-là, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que je me suis dit, ok, j'adore faire les réseaux sociaux, etc. Mais combien de temps est-ce que ça me prend dans ma semaine? Ça me prend peut-être, disons, 10 heures par semaine. Est-ce que ces 10 heures-là, je peux pas les mettre à profit pour crafter mes projets, pour écrire mes pitchs, pour aller à l'école? Est-ce que je peux pas faire tout ça, tu vois? Et puis les réseaux sociaux vont rester là. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est resté dans notre quotidien, tu vois. Ça va pas bouger. Ça va pas bouger, c'est quelque chose qui est là. Maintenant, est-ce que le temps que je peux prendre pour m'enrichir intellectuellement
va rester là pour toujours. Non. Donc c'est une question de priorisation. Une question de priorité. Je me suis dit, les priorités, ça change et ça évolue en fonction du temps. Et donc, pour l'instant, ma priorité, c'est pas forcément d'être présente sur les réseaux sociaux. Ma priorité, c'est de m'armer de tout ce dont j'ai besoin pour ensuite revenir en force et puis vraiment apporter quelque chose à mon pays, tu vois. Wow, donc, très ça. Merci beaucoup. Toi, après, quand ça commence, c'est dur de se dire, OK, je laisse. Dans les réseaux sociaux, il y a Jay. C'est ça. Donc, imagine le Jay en train de rentrer, tu dis, moi, il y a arrêté pour aller... L'histoire la plus drôle, c'est que moi, je n'ai jamais monétisé mes comptes. Et à chaque fois que je disais ça à mes amis qui connaissaient bien les réseaux sociaux, ils me disaient, mais t'es trop belle, regarde, là, tu as fait combien de milliers de vues, là, tu as fait combien de likes, là, il y a combien de marques qui sont venues vers toi, et tout. Mais ils voulaient s'évanouir, en fait. Quand je disais, il y a une marque qui est venue vers moi, quand ils m'ont demandé, il y avait combien, il y avait 20 000, on dit, mais ça, mais t'es bête et tout, mais tu peux demander beaucoup plus. Mais moi, en fait, je faisais des choses parce que c'était symbolique pour moi et parce que j'ai jamais voulu que ça devienne quelque chose qui devienne un business, tu vois. Donc, c'est la petite histoire. Mais je comprends, mais je pense qu'à la longue, tu vas mettre de l'effort, tu vas mettre du contenu. Bien sûr. Tu vas mettre du truc. Donc, je pense que, on disait, ce sera juste, quoi. Ouais, ça sera carrément juste, tu vois. Mais après, je pense que c'était dans un esprit avec tout ça. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Quelle est ta formation? Dans quelle université est-ce que tu es? Alors, je fais un bachelor en économie. Je ne suis pas encore spécialisée. Je sais pas si je veux faire de la finance. Parce qu'il y a aussi deux filières en économie qui sont l'économie de l'éducation et l'économie du développement. Et puisque moi, mon objectif, c'est vraiment de revenir en Côte d'Ivoire et puis de réfléchir sur les facteurs de développement. Et si tu trouves un mari là-bas? Et si je trouve un mari là-bas, il va venir en Côte d'Ivoire. Tu restes pas là-bas. Je reste pas là-bas parce que à un moment donné, je pense qu'on a un phénomène qui s'appelle le brain drain, qui est le fait que les cerveaux aillent vers l'Occident. Ça veut dire que nous, par exemple, quand on finit d'avoir le baccalauréat ou bien une certaine formation, on décide d'aller dans un pays où on va trouver les ressources, on va avoir un salaire qui est beaucoup plus important et on a une formation. En fait, c'est d'abord pour les études et après les gens se perdent. Et ça s'appelle la fuite des cerveaux dans la mesure où, supposons que toi, par exemple, tu as un diplôme d'ingénieur. Si tu restes au Maroc, en plus, tu fais un diplôme d'ingénieur. Si tu restes au Maroc, tu profites à l'économie du Maroc. Alors que si tu viens en Côte d'Ivoire, tu profites à l'économie de ton pays, tu peux créer des ressources et on a une économie qui n'est pas encore saturée parce qu'on est en développement. On n'est même pas encore un pays émergent, en fait. Donc, si tu viens, tu peux créer ton propre bureau, tu peux faire des choses que tu vas voir les choses bouger à une vitesse qui est beaucoup plus rapide que dans un pays qui est déjà un peu plus avancé. Aux États-Unis, tu as un diplôme d'ingénieur, tu vas travailler dans une entreprise. Bon, l'impact, tu le vois dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, si tu fais, par exemple, supposons que tu fais un diplôme de médecine, que tu vas dans une zone rurale, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui n'a pas de dispensaire, tu crées un dispensaire, tu vois des enfants ne pas mourir de certaines maladies tous les jours, et il y a un impact qui est réel. Donc moi, je me dis, à quoi ça va me servir, à part avoir beaucoup d'argent, de rester là-bas, tu vois. Moi, c'est pour ça que je me dis, je fais mon diplôme en économie, je reviens, j'essaie de contribuer comme je peux au développement de mon pays, et puis voilà, j'avance, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais je sais pas, peut-être si ça te dérange, on va couper après cette partie, mais moi, j'avais entendu, après je vais être sûre de mes sources, mais j'avais entendu aussi que, en fait, ici, tous les petits business que les jeunes ont créés ont été après, genre, ça n'a pas tenu, quoi. Par exemple, les petits trucs des voitures, etc. Après, il y a eu un problème, ça n'a pas tenu. Donc, c'est comme si, en fait, quand tu veux faire avancer les choses ici, il y a toujours des bâtons dans les roues. Donc, en vrai, moi, par exemple, j'ai mon frère qui est en France, tout va bien. Mais apparemment, il a des amis qui ont essayé des trucs ici. Il y a eu des bâtons dans les roues, en fait. On sait pas forcément d'où ça vient, comment ça se fait. Mais il y a des bâtons dans les roues. Les gens ont des petits problèmes. C'est pas la première fois que t'entends les gens créent. Il y a ça qui a été créé. Après, j'entends plus parler de ça et tout. Donc, en vrai, est-ce que ça incite les gens à revenir? C'est ça aussi, tu vois. Peut-être tout le monde n'est pas genre en face de ce problème. Peut-être toi, si t'as par exemple tes parents qui peuvent te payer ça ou quoi, c'est beaucoup plus facile. Mais les gens qui ont vraiment bataillé pour arriver là et qui ont arrivé genre c'est vraiment, les cas sont différents d'une personne à une autre, tu vois. Moi, forcément, je veux rentrer dans mon pays. C'est même, j'ai trouvé Marie où je suis là-bas, je l'envoie ici. Voilà. Je l'envoie ici, tu vois. Mais après, je vais dire, alhamdoulilah, parce que peut-être ce sera plus facile parce que mes parents vont me permettre, ou peut-être me faire des aides financières ou whatever, tu vois. Mais il y a d'autres personnes, c'est compliqué, hein. C'est ça, Abidjan, on n'a pas aide sociale, tout ça. C'est ça qui tue en vrai notre population. Et les gens se retrouvent en France où tout ça, à cause juste des aides, parce que ça les aide à survivre un peu, tu vois. Non, c'est ça. Donc c'est ça, moi, c'est ce que je me dis. Oui. Et en fait, c'est un serpent qui se mord la queue. C'est une conversation que j'ai eue d'ailleurs avec des amis à l'université. On était en train de parler et moi je disais, en fait, moi je veux revenir dans mon pays. Je veux revenir dans mon pays. Je veux faire tout ce qu'il y a à faire. Et on me disait, mais déjà, tu as le privilège d'avoir eu l'occasion de venir
d'un pays d'Afrique à un pays d'Occident. Chose que tout le monde n'a pas la possibilité de faire. Et quand les gens bataillent justement pour arriver à cet endroit-là, ils ont souvent une famille qui compte sur eux. Donc, ils ont besoin de travailler pour pouvoir envoyer l'argent à la famille. Si toi, tu rentres, si tu rentres pour faire business, et que ça marche pas, et puis c'est pas un an, 2 ans, c'est du temps, en fait. Et que ça ne marche pas, comment est-ce qu'on fait? C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a amené aussi à avoir de la réflexion. Je me suis dit, effectivement, tout le monde n'a pas le privilège de pouvoir rentrer à la maison. À qui ça fait plaisir d'être ailleurs? À personne. Même moi, si je pouvais, j'allais aller à l'école ici. Mais est-ce qu'on a les ressources et les infrastructures pour accueillir tous les programmes en Côte d'Ivoire? Je n'en suis pas sûre. Donc, tu as parfaitement raison sur ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire que cette thématique-là nous amène à nous dire, bon, c'est mieux qu'on parte. Je suis d'accord. Parce qu'après, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on part tous en Occident. En plus, on nous maltraite là-bas. Je suis d'accord. Donc, tu vas là-bas, on te maltraite là-bas. Et puis, tu es là-bas encore. Et en plus, très rares sont ceux qui vont arriver là-bas et puis qui vont s'accomplir, qui vont devenir des multimilliardaires. On va travailler pour les gens. On va travailler. Parfois, il y a des gens qui souffrent, ils ont pas de papier. Les gens souffrent, mais pour leur famille, ils sont obligés. Et donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment se poser les questions sur le souci du développement et quelles sont les manières dont on peut vraiment permettre à la jeunesse de voir qu'il y a des opportunités en Côte d'Ivoire. Moi, par exemple, j'étais en train de réfléchir, est-ce que c'est pas possible de créer des plateformes qui vont permettre de mettre en contact les jeunes diplômés avec des employeurs, par exemple. De telle sorte qu'il n'ait pas besoin de se dire, je dois faire une traversée pour pouvoir aller trouver un travail ailleurs. Si vraiment il y a des plateformes, il y a des forums qui nous permettent vraiment de créer une vraie connexion et une vraie relation entre les jeunes diplômés ou bien entre les jeunes entrepreneurs et les employeurs, entre les jeunes entrepreneurs et les investisseurs, est-ce que ça, par exemple, c'est pas quelque chose qui peut apporter un peu plus d'espoir aux gens? C'est vraiment trouver les mécanismes. Parce qu'effectivement, il y a des cas isolés, il y a des gens qui créent des business, il y a des gens qui essaient, etc. Mais si ce sont des initiatives isolées dans un système qui n'est pas prêt à accueillir ces initiatives-là, c'est difficile. Alors que si on a un système qui est vraiment prêt à accueillir des initiatives d'entrepreneuriat, etc., c'est beaucoup plus facile de faire les connexions. Aux États-Unis, par exemple, c'est une société où on se dit que l'individu peut se créer lui-même. The American Dream. C'est genre vraiment, tu viens, tu peux faire, il y a un système qui est là, le système est déjà créé pour ça, voilà, la mentalité des gens même les amène à se dire, voilà, aujourd'hui, je peux créer mon business. Quand tu parles aux Américains, ils ont toujours un small business, puis un petit truc. Les gens ont vraiment, on a cultivé cette mentalité de tu peux t'accomplir toi-même. Et puis, les gens sont prêts à aider les gens qui ont des initiatives. C'est pour ça que je dis qu'il faut un système qui est prêt à accueillir toutes ces initiatives-là. Je suis d'accord. On doit y travailler. Qui va faire ça pour nous? L'Afrique est le continent le plus jeune. C'est vraiment à nous de bâtir ce qu'on veut que les générations futures puissent expérimenter. Et puis, c'est accepter aussi qu'on peut ne pas pouvoir être témoin de tout le travail, de tout ce qu'on est en train de semer. Aujourd'hui, moi, je peux décider que je crée mon ONG, je peux décider que je fais plein de choses, mais je peux ne pas voir le changement que je vais vraiment créer. Ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans, mais faut accepter et c'est ça qu'il faut être patriote, faut être vraiment, faut avoir foi en sa nation pour pouvoir se battre pour cette nation-là. Et chacun a sa passion, chacun a son col, chacun sait ce qu'il veut. C'est sûr. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Mais après, je me dis que c'est vrai, tout part aussi de la motivation. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se mettent, je dis ce que je dis et je dis la contre-affaire. Les gens se disent aussi que c'est compliqué. Ils veulent jamais venir. C'est pour ça, moi, quand parfois tu entends des gens, ok, il a l'argent, mais qu'est-ce qu'il fait pour ce pays? Ton argent sert à quoi, en vrai? Parce que toi-même, si tu as l'argent, ça veut dire que tu bouffes pas tout. Il y en a qui sont dans ton compte, ça fait quoi, en fait, tu vois? Donc, pour ça que moi, on dit les gens ont l'argent, mais si tu fous rien avec, tu n'impactes pas notre société, ton argent, ça sert à rien, en fait. Par exemple, on a, je sais pas, c'est Aliko Dangote, tout ça, tous ces gens assez riches là. Moi, j'ai fait Côte d'Ivoire, Maroc, 800 000 de billets d'avion, 4 heures de vol. C'est normal, ça? À 4 heures de vol, le US ici, t'as fait combien de ton billet d'avion, il coûtait combien? Pas aucune idée, mais j'ai pas envie d'être. Ok. Donc, c'est pour te dire que, en fait, on voyage entre Afrique, les voyages entre Afrique sont tellement extrêmement chers. Tellement chers. Alors que, moi, je me dis que si on a des milliardaires ici en Côte d'Ivoire qui peuvent juste se mettre ensemble, pour payer ton billet. Non, il va dire ça. Ils vont se mettre ensemble pour créer une agence, tu vois, de voyage. Et ils vont se faire du jet parce que les gens voyagent ensemble, tu vois. Et en fait, ils vont faire l'agence et en fait,
ça sera pas aussi cher, mais ils vont se faire complètement le jet, tu vois. Parce que je me dis que si Royal Air Maroc se permet de faire un billet de 4 heures à 800 000, c'est parce que c'est qu'il y a personne d'autre qui va faire, il y a pas concurrent, tu vois. Donc c'est ce que je me dis, en fait. Je suis d'accord avec le fait qu'en fait, malheureusement, on n'a pas assez d'initiatives qui fédèrent différents acteurs, tu vois. Moi, je pense que, en général, on est dans des sociétés qui sont tellement capitalistes que c'est très difficile de compter sur les personnes qui ont beaucoup d'argent, tu vois. Dans la mesure où la société nous amène à penser que, et on devient de plus en plus individualiste, même en Afrique, hein. C'est très, très, très difficile de compter, malheureusement, sur des personnes qui ont juste réussi à se faire de l'argent. Mais moi, je pense qu'on doit vraiment, 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 c'est-à-dire canaliser nos efforts et orienter nos demandes vers nos autorités, vers les États. Parce qu'en fait, moi, je pense que si un certain nombre d'États se mettent ensemble pour faire ce genre d'initiative, c'est-à-dire, avant, il y avait Air Afrique, non? Je crois, oui, j'ai entendu ça. Il y avait des compagnies aériennes qui allaient dans la sous-région. Tant qu'on va pas avoir des initiatives qui vont permettre à plein d'acteurs politiques et sociaux de fédérer, ce sera très difficile, justement, et on sera malheureusement ceux qui vont expérimenter le coût cher de la vie, tu vois. Si l'État commence, justement, si Air Côte d'Ivoire commence à aller au Maroc, peut-être que... on dit Air Côte d'Ivoire, là, ils aiment annuler les vols. Bon, voilà, c'est une problème d'organisation et de tu dors aussi à Radisson. Tu t'en vas, tu as ton truc, tu dors à Radisson. Tu vois? C'est ça, c'est pas sinon, j'ai vu même des vols, mais genre, tu peux compter aujourd'hui les gens qui vont te dire j'ai pris Air Côte d'Ivoire, tu vois. Donc apparemment, ils sont pas très ponctuels, tu vois. C'est pour ça que si on a des pilotes et si on a des gens qui font des formations d'hôtesse de l'air des gens qui font du management, tu vas bien manager Air Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Venez chez nous. Laissez là-bas, là. Franchement. Ici, c'est doux, on a le soleil. Il y a un loco, comme tu as vu ton loco en venant. Franchement, ça passe, tu vois. Non, c'est ça. Oui. Non, il faut en fait, il faut que chacun ait envie et puis il faut que chacun ait la possibilité. La possibilité. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment qu'on puisse compter sur nos autorités également pour créer le cadre, pour que les jeunes cadres, des jeunes intellectuels puissent revenir. Mais vraiment, dans tout ce dont on est en train de parler, on a besoin de quelqu'un, en fait. Le management, on a besoin de quelqu'un pour aider la logistique. On a besoin de pilotes, on a besoin de tellement de choses. Oui, c'est pour ça que, genre, quand on aborde la discussion du développement de l'Afrique et tout, c'est tellement beau. Mais en fait, il faut des gens. Tu sais, il y a plein de gens qui peuvent parler, juste, poster sur les réseaux. C'est bien, les gens peuvent voir la visibilité et tout. Mais quand c'est le moment des actes, c'est compliqué, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, par exemple, si je veux faire quelque chose, je compte pas sur quelqu'un. Oui. Peut-être toi et moi, on va dire, on est des gens assez motivés, on va se texter, essayer de faire les trucs ensemble. Mais honnêtement, faut jamais compter sur celui qui va te dire j'arrive. En tout cas. Parce que toi, tu vas l'attendre ici, il va jamais venir. Il va dire, non, tu sais, mon travail, là, si je laisse, mais à Abidjan, tu vois, c'est ça le truc, en fait. Donc, en vrai, les gens parlent beaucoup, mais ils font moins d'actes. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est bien beau quand on aborde les vrais sujets, on donne les gros mots ici, dans les groupes ici, mais quand c'est le temps de faire des actes, par exemple, moi, à un moment, j'avais vraiment une idée de créer, parce que on est une jeunesse ici assez dynamique. Bien sûr. On a vu clair dans plein de choses. On arrive à avoir de l'impact. On arrive à faire des projets qui voient le jour. On peut faire un groupe. On peut te motiver. Toi, tu vas faire l'économie. Moi, je vais faire l'ingénierie. Un autre va faire ça, C'est un cercle. Ça sera un cercle puissant. On va pouvoir faire des choses, mais incroyables. J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais tu te mets avec des gens, ils ont l'air motivés. Mais après, dès que tu envoies le premier truc, non, ma maman dit que l'oncle, que la tante, je dois aller. Mais après, ils sont jeunes. Non, je suis d'accord, mais après, ok, bon, tu vas commencer quand? Non, je suis d'accord. En fait, moi, je pense que c'est ça même. On est en train de parler de networking. C'est ça. Le fait de pouvoir, mais en fait, moi, je pense que ça, c'est quelque chose, si on se donne le temps qui va arriver de façon inévitable. Quand tu regardes les parents, en général, les parents se connaissent tous un peu entre eux. Ils se connaissent tous un peu entre eux. Tu sais que tel ami, il est peut-être, disons, au trésor. Il y a telle personne qui fait de l'entrepreneuriat. En fait, il faut laisser le temps aux gens de s'accomplir. Et une fois qu'on est tous accomplis, je sais que toi, par exemple, je peux t'appeler. Supposons que toi, un jour, il arrive que tu aies ta chaîne télé. Si, par exemple, j'ai besoin de faire passer un spot publicitaire, par exemple, quelque chose, je sais que je peux t'appeler. Si j'ai besoin de parler à quelqu'un qui fait pilote, je sais que mon ami qui fait la formation de pilote, je peux l'appeler. Tu vois, je pense qu'il faut donner le temps aux graines de pousser et tout ça. Bien sûr. Mais effectivement, c'est vrai que c'est un peu difficile. Les gens sont encore en train de chercher leur voie, tu vois. Quelqu'un qui a 20 ans, comme moi, par exemple, aujourd'hui, je décide que je fais les réseaux sociaux. Demain, je décide que voilà, je veux plus le faire. On est en train de dire, je suis classée de contenu à temps partiel. Bon, aujourd'hui, tu m'envoies un message, c'était dans mon bonjour, il t'a dit, ok, il est venu faire le podcast. Peut-être que le jour où ça n'allait pas, j'allais te dire que je ne peux pas. C'est peut-être pas que les gens n'ont pas la motivation, mais je pense que les gens se cherchent. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Et moi aussi, personnellement, je me cherche. Mais juste que je te dis que
c'est une préparation, en fait. Imagine, toi et moi, on s'est pas préparé à ça, on n'a pas discuté de ça. Dans 5 ans, je vais t'envoyer ça, peut-être même tes abonnés même seront quelque part, tu vas même pas voir mon message. Pour me répondre déjà, maintenant, là, c'est compliqué. Imagine dans 5 ans, tu vois. Donc, en fait, je dis que c'est une préparation. C'est des informations. Il faut se cultiver à ce sujet. Il faut vraiment que le sexe soit déjà créé, qu'on puisse commencer à discuter, commencer à avoir des visions. Genre, c'est pas dans 5 ans qu'on va se dire, toi, t'auras déjà tes projets, t'auras ta vie, t'auras tes trucs. Mais ce que je te dis, c'est que c'est quelque chose qui se fait à long terme, tu vois. Donc, déjà, on sait déjà où on va. On sait déjà ce qu'on a prévu. On sait déjà, maintenant, on s'occupe de mettre des conditions adéquates autour de nous. Je sais pas si tu vois. Donc, en gros, c'était un peu ça. Faut que vraiment on se prépare et qu'on se met ça dans la tête. Imagine quelqu'un, il va aux États-Unis ou en France et tout. Il a même pas l'idée de revenir. C'est pas quand il va avoir le jet. C'est ça. C'est comme quand les gens disent quand je vais avoir l'argent, je vais faire. Si t'as pas préparé maintenant, quand tu vas avoir l'argent, tu vas pas faire. Tu vois. Donc, en fait, je parle juste d'une certaine préparation, en fait, tu vois. D'accord avec ça. Ouais. Donc, c'est ce que je disais. Ok. Donc, on a assez parlé. Inch'Allah, on va revenir et on va casser la barre. C'est ça. Donc, ok, donc on va revenir sur la thématique de l'amitié, parce qu'on avait commencé avec ce sujet-là. Donc je voulais que tu t'exprimes un peu sur l'amitié, quelles sont tes relations, comment est-ce que tu gères des problèmes amicaux, est-ce que tu as déjà eu des loups où on t'a déjà fait fort. Donc tu vas nous donner des détails sur cette situation, on veut savoir. En fait, je pense que l'amitié, ça fait partie de ces choses-là, en fait, à travers lesquelles tu apprends, en fait, toute ta vie. C'est-à-dire que l'amitié, c'est quelque chose qui va te faire vivre un certain nombre d'épreuves et tu apprends en fonction des personnes que tu rencontres, tu vois. Moi, je pense que, en fait, j'ai pas vraiment connu le vrai sens de l'amitié jusqu'à un certain âge. Et ça, c'est quelque chose qui est compréhensible parce qu'en fonction aussi de ton stade émotionnel, en fonction de ton âge aussi, il y a des interactions que tu as avec tes camarades. Par exemple, tu as des camarades de classe que tu vas appeler des amis. Alors qu'en fait, c'est juste des personnes avec qui tu passes ton quotidien et donc ça te donne une impression d'amitié. Et donc moi je pense que en fait il y a tellement de personnes comme ça que moi j'ai vues, avec qui je passais un certain temps, avec qui en fait je partageais mon quotidien et j'ai commencé à penser que c'était des amis. Alors qu'en fait dans le comportement, dans la façon de me considérer, dans la façon même de me donner de l'affection, de l'attention, en fait, c'était pas vraiment de l'amitié, tu vois. Donc il faut se poser des questions sur la vraie définition de l'amitié. Si on veut bien regarder les expériences que j'ai eues avant, en fait, c'était pas des amis. Effectivement, j'ai eu plein de situations où j'ai eu des amis qui m'ont mise dans des situations très inconfortables, qui m'ont exposée, qui m'ont humiliée, qui m'ont calomniée, qui m'ont fait beaucoup de mal. Mais après, en fait, en réalité, c'était pas des amis. Le peuple veut un exemple. Le peuple veut un exemple. Alors là, qu'est-ce que je peux raconter sans que les gens se reconnaissent trop. Non, je pense que il m'est arrivé d'avoir moi j'ai toujours été une adepte des groupes d'amis. Moi je sais pas pourquoi en fait j'aimais les groupes d'amis. Je sais même pas pourquoi en fait. Genre j'aimais cette dynamique d'avoir en fait des sœurs. Attends, j'ai des sœurs, j'ai beaucoup de sœurs d'ailleurs, mais j'ai toujours aimé cette histoire d'avoir plein de copines. En fait, c'est une dynamique qui est très toxique. Je vais expliquer. Il y a toujours groupe d'un groupe, amis d'un ami. C'est ça. Une histoire qui s'est passée plutôt à l'université parce que cette personne parle même pas français, donc elle va pas se reconnaître. C'est une fille, en fait, qui faisait partie d'un groupe de filles avec qui j'avais l'habitude de sortir, de parler, etc. Et c'est quelqu'un qui était un peu une nouvelle arrivante dans la mesure où moi je l'avais pas forcément connue. Et la jeune fille, elle avait toujours en fait, je l'attrapais souvent en train de me regarder de façon avec du dédain quoi. Elle me regardait pas bien, ou bien quand je vais dire des choses, c'est toujours elle qui va vouloir genre me contredire, mais me contredire de façon, elle contredisait pas mes idées, c'est moi en tant que personne qu'elle était en train de challenger, tu vois. Et je me disais que ça c'était un peu bizarre. Et un jour on est allé à un jeu de football américain. On va et il y a une dame en fait qui arrêtait pas de me complimenter. Elle me disait je vous trouve très belle, vous avez une très belle peau et tout. Et moi je disais merci. Et la dame m'a complimenté une deuxième fois. Je dis merci beaucoup madame et tout. Et quand elle me voyait, elle me faisait des petits sourires. La fille me tapait et dit tu trouves pas que la dame elle exagère un peu avec ses compliments? Je dis comment ça? Elle dit c'est vrai que t'es belle, mais pas trop ça. Mais enfin je trouve qu'elle abuse un peu, tu vois. Et je lui ai dit, je pense que chacun a sa sensibilité aux gens, et chacun a sa façon d'interagir socialement. Si quelqu'un a quelque chose en cœur, ou si la personne a envie d'être bienveillante, et qu'elle sait que peut-être c'est quelque chose qui peut me faire plaisir, je pense que, la personne s'exprime, tu vois. Mais, je sais pas, j'ai trouvé ça tellement bizarre. Et ça, par exemple, c'est pas une amie, alors que c'est quelqu'un avec qui j'allais être
C'est quelqu'un avec qui j'allais très souvent, c'est quelqu'un avec qui j'allais parler très souvent, mais en fait, c'est quelqu'un qui ne m'appréciait pas forcément dans le fond. Mais tout au contraire, j'ai rencontré aussi des amis qui sont vraiment, vraiment, vraiment devenus mes sœurs, en fait. Ouais. C'est-à-dire quand je cherche des stages, quand je veux refaire mon CV, c'est les personnes qui vont venir s'asseoir avec moi, faire mon CV avec moi. Quand je sais pas quelle classe choisir, elles vont m'aider à choisir les classes. J'ai une amie, par exemple, à un moment, je vivais un moment de grande anxiété à cause de l'école. C'était super, super stressant. Et j'étais tellement déprimée que j'arrivais pas à dormir la nuit, en fait. Je tremblais, je faisais des cauchemars et tout et tout. Et j'ai demandé à ce groupe de filles, justement, dont je parlais, de venir rester avec moi. Pas parce que je voulais faire une soirée pyjama, parce que j'étais dans une situation où ma santé mentale ne me permettait pas de rester seule, de peur de me faire du mal à moi-même. Elles m'ont dit, on n'a pas le temps pour faire une soirée pyjama cette semaine, mais on peut faire la semaine prochaine. Ça m'a tellement, tellement choquée. Et la fille à qui elles avaient compris les circonstances dans lesquelles tu étais. J'avais bien expliqué. Et la fille à qui même en fait, tu sais, c'est toujours les gens vis-à-vis de qui tu ne passes pas avec qui tu passes pas forcément assez de temps, ou les gens que tu considères pas forcément, qui vont te montrer qu'ils ont de la considération. C'est toujours comme ça. La fille, moi, franchement, on allait à l'école ensemble et tout, elle me montrait vraiment qu'elle m'appréciait beaucoup. Mais moi, en fait, j'avais pas forcément mis assez de temps sur cette amitié-là. Je l'ai appelée même en me disant, je pense même pas qu'elle va venir, tu vois. Mais vraiment, en fait, j'étais vraiment dans la détresse, parce que moi, je suis même pas quelqu'un qui va demander de l'aide comme ça. Je l'ai appelée, je lui ai dit, franchement, c'est un peu dur pour moi, genre, j'arrive vraiment pas à dormir la nuit, j'ai plein de cauchemars et j'aime pas bien expliquer. Elle a dit, t'inquiète pas, j'arrive. Elle est venue et je me suis endormie. Pendant la nuit, quand je me suis réveillée, genre, j'entendais quelqu'un parler, en fait. Et la fille, elle est chrétienne. Et j'entendais, je l'entendais prier, faisait des prières pour moi, elle demandait à Dieu de me donner la résilience, la force de continuer et tout et tout. Et franchement, genre, j'ai fait comme si, genre, je ne savais pas que je me suis juste couchée. Mais ça m'a tellement touchée. Le matin, je me suis réveillée, c'est quelqu'un qui va à l'église, tu vois. Elle est en train de faire l'église en ligne parce qu'elle voulait rester avec moi, tu vois. Ça, comme ça, c'est une amie, tu vois. Donc ça, effectivement, j'ai rencontré de vraies et des grandes amitiés. Mais ce qu'on faisait à Abidjan, là, vraiment, c'est pas je suis sûre. Et comme j'avais dit, je pense que le cadre impacte beaucoup. Parce que après, quand tu es à Abidjan, t'as pas vraiment besoin. Parce que tes parents sont là, en gros. C'est chaud. Genre, pour appeler tes amis, même quand c'est chaud, genre, c'est pas la première, tes parents, ils vont, la plupart du temps, régler ton problème. Donc, en vrai, amis, pourquoi? Aller sortir, manger, faire photo, c'est pour ça que c'était pas des amis. C'est pour ça que c'était pas des amis, en fait. On traînait ensemble, on était copains ou, whatever, tu vois. Donc, pour moi, c'est que, quand tu changes de pays, les circonstances changent et après on est dans des environnements différents où on peut être vraiment vulnérable. Donc je pense que c'est à ce moment-là que tu arrives à faire la différence entre les vraies personnes en fait. Et moi je traite un peu l'amitié comme l'amour aujourd'hui parce que je pense que c'est un unpopular opinion. Mais je pense que l'amitié, en fait, ça fait partie de ces relations-là que tu dois garder dans ta vie pendant très longtemps. Et c'est un peu comme la famille en réalité. Genre des filles comme ça qui ont été là pour moi dans les moments les plus difficiles, elles m'ont vu dans des moments de vulnérabilité ou même certains de mes proches, de ma famille même, ne pas nécessairement vu en fait. Donc ce sont des personnes qui te montrent une certaine considération, qui te montrent que malgré le fait que la vie ne vous a pas lié par le sang, la vie peut vous lier par les valeurs, par les principes, par l'amour qu'elle te porte, par les situations. Donc ces personnes-là, en fait, moi je pense que je veux leur donner tout autant de considération que je vais donner à un membre de ma famille, en fait. Et puis il y a des membres de ta famille qui tu n'es pas forcément proche, tu vois, mais tu choisis des personnes qui sont là. Donc moi je pense que souvent aussi on a tendance à un peu faire comme si l'amitié, bon, si tu as ta famille, que tu as ton mari, genre tu n'as pas besoin de tes amis, mais c'est pas vrai. Moi je pense justement que ce qui crée un équilibre pour une personne, c'est justement d'avoir une stabilité sociale, une stabilité émotionnelle qui est apportée par toutes les personnes qui rentrent dans ta vie en fait. Moi je pense que demain si je suis amenée à me marier, quelque chose qui va m'amener la stabilité dans mon mariage, c'est de pouvoir aussi sortir avec mes copines, faire des choses avec mes amis, avoir des hobbies autres que ce qui représente ma vie de couple parce que c'est quelque chose qui va vraiment me permettre aussi it will be a balance. Voilà, l'équilibre, le fait de vraiment pouvoir en fait se sortir un peu l'esprit de tout ce qui est ta sphère familiale, ta sphère amoureuse et puis ouvrir ta perspective en fait. C'est quelque chose qui permet de vivre. Moi je pense que l'amitié c'est l'une des plus belles choses qu'on peut expérimenter. C'est quelque chose de très rare. Et on a l'impression que voilà, on appelle tout le monde mon ami, celle-là c'est ma copine et tout. Mais en réalité, on a beaucoup de personnes qu'on connaît, on donne notre énergie à beaucoup de gens, mais en réalité, il y a ces personnes-là qui nous aiment vraiment, qui sont très rares et qui méritent en tout cas que. C'est vrai. Et c'est totalement vrai. Malheureusement, moi,
perdu un peu ce truc-là, genre plus profond, parce que j'ai été blessée par une situation et j'ai pas encore recover. Genre vraiment pas. Ça fait que ok, j'arrive à avoir des gens proches et tout, mais en fait, j'ai toujours ce moment-là, en fait. Je sais que ça va. Je sais qu'un jour, elles vont me faire ça, donc en vrai, c'est ok, pour l'instant, ça se passe bien, mais bon, tu vois, je mets pas tous mes œufs dans ce même panier-là. Donc, ça fait que je reste assez réticente sur les informations même que je partage, sur ce que je dis. Je prends soin des dits, ce qui peut pas me mettre dans des problèmes demain. Et je pense que c'est mieux comme ça. Oui. Faut toujours faut toujours faire attention à ce qu'on fait, parce qu'on sait jamais aussi. Tu m'as donné de l'amour, je prends soin de te donner ça, mais après, on sait jamais pour demain, quoi. Quand même, moi, j'ai envie de challenger ça un peu. Qui a dit que dans l'amitié, on était obligé de tout se dire? C'est ça qui fait que les amitiés ne fonctionnent pas. Parce que on a tendance à ne pas savoir attribuer les rôles. On n'a pas les limites. On n'a pas les limites et on n'a pas ce qu'on cherche à avoir. Il faut se poser des questions sur ce qu'on veut avoir dans nos relations. Moi, j'ai ma petite sœur, j'ai mes cousines, j'ai mes sœurs, j'ai mes grandes sœurs, tout ça. Ce sont des personnes à qui je peux aller me confier. Aujourd'hui, Nina, Tamara, c'est des filles. Genre, je peux aller leur dire, voilà ce qui m'arrive dans ma vie. Ça, ce sont pas des amis. C'est mon sang. C'est les personnes qui sont autour de moi. Je sais que, je peux leur dire quelque chose et ça ne va jamais sortir. Ça, là, ce sont les amis que, Dieu m'a imposés. Maintenant, les amis que moi-même j'ai choisis, c'est moi qui décide de ce que je veux leur dire. Quand je parle de mes amis qui viennent m'aider, par exemple, à faire mon CV, c'est pas des amis avec qui je vais discuter des problèmes que j'ai, par exemple, au quotidien, ou bien des problèmes que j'ai dans ma famille, des choses comme ça. C'est pas des gens mais ce sont des amis parce que ce sont des gens qui vont venir se montrer présents lorsque tu as besoin d'eux. Ma copine qui va venir dormir avec moi, par exemple, peut-être quelqu'un avec qui j'ai plus de proximité, à qui je peux dire plus de choses parce qu'on a partagé même le même lit, tu vois. Donc ça, c'est quelqu'un à qui je peux dire un peu plus de choses. Mais toujours est-il que je peux quand même avoir mes limites. Il y a des choses que je peux ne pas avoir envie de lui dire. Donc l'amitié, c'est pas forcément le tout en un. Et un ami, justement, moi, je pense que pourquoi on est déçu des gens aussi, c'est parce qu'on a tendance à se dire, ça c'est mon ami, elle doit être mon tout. C'est-à-dire que c'est ma copine avec qui je vais sortir. C'est ma copine avec qui je vais me confier. C'est ma copine. Mais non! C'est ça. C'est-à-dire, il n'y a pas chaque ami a un rôle, mais tu as une relation particulière avec chaque personne, en fait. Il y a une personne qui va t'aider, avec qui vous avez beaucoup parlé de développement personnel, qui va être là pour ton développement personnel. Vous êtes ensemble. Tu as une amie avec qui tu peux dormir, à qui tu peux raconter tes petits secrets. Vous êtes ensemble aussi. Mais ça veut pas dire qu'un ami, il doit pouvoir tout faire. Chacun a sa vie, chacun a son équipe, doit pouvoir créer. Donc, il faut prendre des gens, ceux qui ont la possibilité de t'offrir aussi. Moi, je pense que c'est là aussi qu'on doit pouvoir mitiger aussi les attentes qu'on a des gens. Peut-être qu'on veut tout mettre, on veut mettre tous les œufs dans le même panier. C'est ça aussi parce que, l'homme a besoin, c'est l'homme, tu vois, tu dois juste choisir les personnes avec qui te confier, avec qui parler. C'est ça. Donc, je pense qu'on va arrêter cette note. D'accord. C'était bien. Oui, c'était bien. Merci beaucoup de nous avoir regardés et on se voit pour un autre épisode. Bye bye.